Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée aux défis de la tech. Je la co-anime avec Charles Degan, entrepreneur dans la tech depuis 10 ans, fondateur d'Angel Square. Le but de cette émission, c'est de vous présenter cette nouvelle industrie, de vous présenter les dessous de la tech et de faire dialoguer des entrepreneurs, des spécialistes d'intelligence économique et des décideurs. Bonjour Charles. Bonjour Jean-Baptiste. Tu es rédacteur en chef de la revue Conflit. Je suis ravi d'animer à tes côtés cette émission. Et pour notre premier épisode, nous recevons Philippe Latombe, député de Vendée, rapporteur de la mission d'information Bâtir une souveraineté numérique française et européenne. Monsieur Latombe, bonjour. Bonjour, très heureux d'être là. Merci d'être là. Nous avons vu ce matin une actualité assez brûlante dans la French Tech. 2 levées records ont été annoncées coup sur coup. Back Market le matin, Conto l'après-midi. Point commun de ces 2 levées de fonds, c'est qu'elles étaient menées par un fonds américain pour la première et un fonds anglais pour la deuxième. Est-ce que le destin des meilleurs entrepreneurs français, c'est en fait de devenir américain ou anglais? Non, pas forcément. Maintenant, le contexte économique et le contexte de liquidité fait que les fonds américains et les fonds anglo-saxons sont gorgés de liquidités et donc aujourd'hui ont la capacité à aller très vite pour faire des acquisitions. Quand ils vont vite, ils négocient un peu moins le prix ou ils le valorisent un peu mieux et donc forcément la volonté de lever des fonds fait qu'on se tourne vers ces acteurs. Est-ce que c'est définitif? Faudrait pas que ça dure trop longtemps. Ça a au moins un effet bénéfique, c'est que ça montre bien que la tech française et la tech européenne est de très bon niveau. Parce que même si ils font pas très attention ou un peu moins attention à leur liquidité en ce moment, les fonds anglo-saxons se tournent quand même vraiment beaucoup vers les entreprises de la tech française et européenne parce qu'ils ont en face d'eux des entreprises qui ont quand même un savoir-faire, une technologie qui, à leur sens, est quand même porteuse d'avenir. Alors, c'est quand même la tendance de l'investissement en start-up se confirme dans le monde entier. C'est pas spécifiquement français-européen, mais on voit bien que les fonds anglo-saxons se tournent quand même beaucoup en ce moment vers l'Europe. Il y a peut-être aussi des raisons géopolitiques, on pourra peut-être en discuter, parce qu'aujourd'hui le marché européen est un marché qui est assez stable juridiquement, qui est assez compatible avec le modèle anglo-saxon, et donc c'est plus simple pour eux d'investir sur ce type de marché que d'aller sur des marchés asiatiques ou de pays émergents. La notion de marché européen, c'est une notion qui est juste pour un entrepreneur comme Charles. Est-ce que ça existe ou est-ce que c'est limité à Londres, à quelques villes allemandes? Ah non, le marché européen, il existe, surtout au niveau de la tech. On a un ensemble de règles qui est un ensemble de règles européennes. On a eu le RGPD. Le RGPD a structuré un marché, a structuré des règles. On a des règles, notamment en termes de concurrence, qui sont des règles européennes. Donc aujourd'hui, on a un marché qui est globalement européen, avec des produits, des services, des personnes qui peuvent se déplacer sans aucune limite entre les pays. Donc oui, il existe un marché. Est-ce que dans ce marché, on a des zones qui sont prioritaires par rapport à d'autres? Évidemment que des zones, des places comme la place allemande, comme on peut avoir la place de Paris ou qu'on peut avoir d'autres endroits, sont plus attractifs que certaines autres régions de l'Union. Maintenant, il ne faut pas oublier que l'Angleterre est sortie. Le Brexit va rebattre aussi un peu les cartes. Il faudrait qu'on voit dans les mois qui viennent combien d'investissements se feront sur le sol anglais par rapport à ce qui était avant le Brexit. Ça nous donnera une idée aussi de l'attractivité réelle de la place de Londres et de l'Angleterre après la sortie. Pour l'instant, l'Angleterre reste assez loin devant l'Allemagne et la France. Ah oui, très clairement, aujourd'hui, ils ont un niveau un volume de licorne très important et pour l'instant, ils font cavalier en tête. C'est ça la question, c'est est-ce que ça va s'arrêter du fait du Brexit ou est-ce que ça va continuer sur le même rythme? Le Brexit n'aura peut-être pas que des avantages pour les Anglais. D'accord. Nous, enfin, je dis nous, chefs d'entreprise, en tout cas de petites entreprises, le marché européen au quotidien, on le voit peu en fait. On le voit très peu parce qu'en fait, les premières, disons que les premiers enjeux d'une jeune entreprise, c'est pas de s'exporter tout de suite. Et même quand ça le devient, l'enjeu d'exportation, et ben en fait, c'est pas plus facile de s'exporter en Espagne ou en Suisse ou au Brésil en fait. Alors oui et non, c'est plus facile si vous maîtrisez l'ensemble des règles juridiques et des règles financières. Le marché européen a quand même cette chance-là, c'est que les règles sont assez facilement harmonisées de pays à pays, puisqu'on a beaucoup de notre corpus législatif qui est un corpus qui est issu du droit européen.
Par contre, les réflexes de pénétration de marché, c'est les mêmes qu'effectivement que dans d'autres pays. Donc il faut que le produit soit adapté à son marché, il faut qu'il y ait une volonté du marché de pouvoir acheter des produits venant de l'étranger. Ça, c'est une question de, j'allais dire, c'est presque du marketing ou de la psychologie, mais en termes juste de règles du jeu, de règles juridiques, le gros avantage du marché européen, c'est d'avoir ce corpus législatif qui est le même qu'on soit en Espagne, en Pologne, en France ou en Allemagne. On a un certain nombre de règles qui sont les mêmes, et ensuite il y a quelques spécificités locales, mais elles sont assez faibles. En tout cas, pour les petites tracasseries administratives. L'administration, c'est totalement différent. Je vous parlais des règles juridiques. C'est vrai. Tout ce qui est levée de fonds, concurrence, etc. Le corpus législatif, il est européen. Ensuite, si on rentre dans le détail de l'administration, oui, bien sûr. On a aujourd'hui très clairement mais le président l'a dit lui-même, il passe sa vie à essayer d'expliquer à l'administration et à gueuler sur l'administration pour qu'elle évite d'emmerder les Français. C'est comme ça qu'il le dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart du temps, les Français râlent en disant notre administration pointilleuse, tatillonne, on comprend pas. Oui, parce qu'elle n'a pas forcément fait non plus sa mue totale, qu'elle n'est pas forcément rentrée totalement dans le numérique et que quand elle est rentrée dans le numérique, elle est simplement allée sur de la numérisation de CERFA dans beaucoup de cas et pas du tout sur l'expérience administrée, entre guillemets, qui serait l'équivalent de l'expérience client dans une entreprise. Voilà, c'est pas beau de le dire comme ça pour l'administration, mais c'est un peu ça. Dites-le moi qu'une seule fois, vous n'avez pas besoin de me donner les informations 4 fois. Comment est-ce que je fais pour que le parcours de l'administré soit le plus fluide possible du point d'entrée jusqu'à la sortie ? Et que chaque fois qu'on a un cas particulier, on se retrouve pas en face d'une machine, sans plus personne à un guichet ou quelque part pour nous donner l'information. Le meilleur exemple qu'on peut avoir, et qui est un exemple franco-français, c'est la carte grise. La carte grise totalement dématérialisée, on peut plus aller en préfecture dès qu'on a un problème. Dans 80% des cas, ça marche bien. Mais les 20% restants sont tellement chronophages que on sait plus comment faire. Et ben, il y a des sociétés spécialisées qui se sont mises en place et qui aident les administrés à récupérer une carte grise, alors que normalement, ça devrait être gratuit. C'est quand même un peu, voilà, c'est pas la meilleure des expériences. J'ai une question pour Charles, justement, parce qu'on évoquait en début d'émission ces levées de fonds. Ça fait d'un côté, ça fait rêver, et de l'autre, pour d'autres secteurs économiques qui sont un peu en difficulté, ça peut aussi les mettre en rogne de voir qu'il y a autant d'argent qui part dans ce secteur économique. Et souvent, une idée commune, c'est de dire, mais finalement, la tech, ça sert à rien. C'est une économie qui est futile, c'est pas une vraie économie, ça crée pas des vrais emplois. Ou alors ça crée des emplois de personnes qui vont délivrer des repas en vélo. Et donc on est dans quelque chose de complètement virtuel. Est-ce qu'on est là dans un vrai secteur économique, dans une vraie industrie ? Alors, évidemment, c'est un secteur qui véhicule beaucoup de clichés, d'aigreur de la part des gens qui en sont étrangers, souvent. Parce que, évidemment, ça donne une image de nouveaux riches qui, en lançant une boîte 6 mois avant, deviennent milliardaires. Enfin, ou en tout cas, c'est peut-être perçu comme ça, parce que quand on voit les valorisations des entreprises, etc., il y a en plus des codes, des espèces de codes à l'américaine qui ont été adoptés par tout le monde dans la French Tech, qui sont aussi, je pense, assez agaçants pour les gens extérieurs. Puis il y a quelques canards boiteux, c'est-à-dire des entreprises qui sont pas très saines, quoi, qui lèvent beaucoup d'argent sur des promesses qui a priori vont pas être tenues. Il n'y a pas encore eu de gros scandale dans la French Tech type Theranos aux États-Unis, mais peut-être que ça arrivera un jour. Mais il faut pas s'arrêter à ce bullshit qui cache la forêt, parce que derrière ça, il y a quand même des centaines, des milliers d'entreprises qui se créent sur tous les secteurs. C'est des vraies entreprises qui embauchent très souvent en CDI d'ailleurs, des postes souvent à valeur ajoutée, que ce soit des postes techniques d'ingénieurs, même de commerciaux ou de managers, etc. Dans toute la France. C'est un secteur plus décentralisé que le CAC 40 par exemple. On estimait qu'il y avait plus de 2/3 des startups qui étaient en dehors d'Île-de-France, alors que le CAC 40, j'ai pas la stat, mais... hormis Michelin qui est en Clermont-Ferrand, tout est en Île-de-France. Voilà. Donc non, c'est pas on estime que la French Tech a créé 10% des nouveaux emplois c'est sur l'année, enfin le chiffre date de 2019. Donc c'est pas rien, c'est un vrai mouvement de fond. Et puis il y a aussi des vraies boîtes françaises qui émergent grâce à la French Tech et qui participent à l'économie française de demain. Je pense à une boîte une appli mobile qui
facilite la vie des sourds-muets, un logiciel pour que les satellites dans l'espace évitent les débris spatiaux. Bon, voilà, c'est ça la French Tech. Avant d'être des petits jeunes qui parlent anglais avec des pulls avec le logo de leur startup, c'est aussi l'économie de demain, quoi. Est-ce que c'est que parisien ou est-ce que vous qui êtes député de Vendée, ça a un sens la French Tech à la Roche-sur-Yon ou en Vendée, mais en général? En Vendée comme ailleurs, oui. Je rebondis sur ce qui vient d'être dit. La French Tech, c'est pas simplement effectivement des geeks en t-shirt qui s'amusent dans un open space et en basket blanche. Ce sont des entreprises qui ont des applications et des résultats concrets. La Vendée est un département très industrieux, avec beaucoup d'industries, très délocalisé dans chacune des villes et des communes de Vendée. La French Tech, ça apporte quoi? Ça apporte la capacité, par exemple, pour une entreprise qui fait des moules de plasturgie, comme j'ai pu aller en voir une, ça lui permet de pouvoir créer un jumeau numérique de ses machines. Et ce jumeau numérique, il permet d'anticiper la fabrication future qui sera sur la machine. Donc on perd moins de temps. On gagne du temps, on gagne de la valeur ajoutée. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel de la réindustrialisation et de la concurrence mondiale sur l'industrie, on a besoin de ces pouillèmes de valeur ajoutée qu'on va aller créer par du numérique. Et puis sur les territoires ruraux, vous l'avez dit, il y a des applications qui servent absolument au quotidien pour nos concitoyens. On a un problème en Vendée, comme beaucoup d'endroits, où on a un problème de désert médical. On a des généralistes qui sont submergés quand ils ont un certain nombre de pathologies très particulières. Je prends par exemple une personne qui vient voir un généraliste parce qu'elle a un problème de peau et qu'il y a quelque chose sur la peau qui lui va pas, ça la gratte. Le généraliste, c'est pas son domaine, il sait pas faire. Il connaît les quelques cas les plus importants, mais le reste, il sait pas faire. Comment il fait? Ben, il va aller envoyer vers un spécialiste, et le spécialiste, il est à Nantes. Donc ça veut dire 45 minutes de trajet pour y aller, pour revenir. Alors que il y a des applis qui permettent à distance de faire de la téléconsultation avec des spécialistes. Dans le domaine des urgences, on peut le faire aussi. Donc ce que je veux dire, c'est que la French Tech, c'est pas simplement un truc abscon, de l'éther, d'un truc dont on ne sait pas ce que c'est aussi des applications extraordinairement concrètes. Et ça, aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive à expliquer à nos concitoyens à quoi ça sert, ce que c'est que la technologie, à quoi elle sert. Elle sert beaucoup pour l'industrie, elle sert beaucoup pour les entreprises dans un premier temps. Et c'est une fois que ce modèle-là a été fait pour les entreprises qu'on peut le décliner éventuellement vers les consommateurs que sont les particuliers. Mais ça, on le verra avec notamment la 5G. La 5G, ça rapporte... Enfin, quand on voit ce que c'est que la 5G par rapport à la 4G pour une personne qui vit en France, c'est une rapidité pour télécharger un peu supérieure. Qu'est-ce que ça change fondamentalement? Pas grand-chose. Par contre, pour l'industrie, ça va changer beaucoup de choses. Parce que pour des industries qui ont besoin d'avoir des éléments connectés dans toute l'usine pour être sûr d'avoir les bonnes données, pour travailler correctement, pas avoir de problème d'erreurs, de machines qui fonctionnent pas bien, toutes ces informations-là, ils les auront en temps réel et de façon très rapidement connectée. C'est vachement important pour l'industrie. La 5G, c'est plutôt fait pour l'industrie d'abord, plutôt que pour le particulier. Maintenant, on voit bien que tous les opérateurs de téléphonie vendent de la 5G et essaient de le faire. Les films. Voilà. Fondamentalement, c'est plutôt vers l'industrie que ça se tourne dans un premier temps. Et vous avez évoqué l'action de la réindustrialisation. Est-ce que là aussi, c'est une image souvent véhiculée, Charles pourra affirmer ou non, mais dès que c'est quelque chose de virtuel, ce n'est pas lié à un territoire, et finalement, si c'est virtuel, bah, ça peut être fait à Paris, ça peut être fait à New Delhi ou à New York. Donc est-ce qu'on n'est pas dans un secteur qui est délocalisable beaucoup plus facilement que le reste? Alors, si tu me poses la question, je te réponds. En fait, moi, j'ai du mal avec la définition de la French Tech en tant que secteur, parce que par définition, ça touche tous les secteurs. C'est pas, en fait, la French Tech, on va dire que c'est plutôt un état d'esprit innovant, conquérant, si j'ose dire, qui touche tous les secteurs. Voilà. Et pour moi, ce qui garantit que la French Tech est moins délocalisable que le reste, c'est que qu'elle est basée en grande partie sur les talents qu'elle embauche, donc sur les gens, quoi. Elle embauche beaucoup d'ingénieurs qui sont tous, pour la plupart, français, etc. Donc en ça, je pense que c'est beaucoup moins délocalisable qu'autre chose. J'approuve, enfin, je plus sois, je sais pas comment on dit, enfin, ouais, c'est ça, je plus sois, c'est le terme officiel. Non, mais la French Tech, c'est d'abord effectivement une multitude de sous-secteurs. Donc faut pas le voir comme étant un secteur à part entière. C'est effectivement plutôt une méthode, une façon de fonctionner qu'un vrai secteur. On le voit, la French Tech travaille beaucoup pour l'industrie, par exemple.
Et ça, l'industrie, c'est forcément quelque chose qui est plus difficilement délocalisable, qui l'a été, mais qu'on essaie de garder. Quand une entreprise de la French Tech travaille à permettre à ce que des usines qui sont réparties sur tout le territoire européen travaillent ensemble, je prends l'exemple d'Airbus, par exemple, parce qu'il y a des usines dans tous les sens qui fabriquent des morceaux du même avion, mais pas le même morceau. Il faut s'assurer que tout fonctionne bien, que le timing est bien respecté, qu'on va bien pouvoir faire les transports dans le bon timing pour pouvoir assembler ensuite l'avion, qu'il soit bien ensuite capable d'être livré à l'utilisateur final dans le bon timing. Tout ça, ça se fait avec des services informatiques, des services de la tech et avec des entreprises qui viennent du monde de la French Tech. C'est extraordinairement concret pour Airbus. Pour les gens, pour le citoyen, il le sent pas, mais c'est très important pour les entreprises, surtout quand elles sont éclatées comme ça. Et or, on a de plus en plus d'entreprises de taille européenne qui sont éclatées entre différents sites de production. Parce qu'ils ont le centre de décision, par exemple à Paris, parce qu'il faut être à Paris quand on est français. Mais qu'ils ont 4 usines, dont 2 en France, dans des zones rurales, et 2 autres dans des pays européens. Comment est-ce qu'on fait pour manager correctement et le manager de façon homogène? On a besoin d'outils. Et c'est ces outils-là que la French Tech peut délivrer. Et ça, c'est pas simplement que virtuel. C'est totalement concret. C'est que sans ces outils-là, on n'aurait pas pu les gérer à distance, on n'aurait pas pu avoir un centre de décision. Et donc, forcément, se serait posé la question de savoir quelle était la plus grosse des 4 usines. Et on aurait mis l'ensemble de la production sur cette usine-là. Si par hasard elle n'était pas en France, on aurait eu une perte de ces emplois. Donc dire que la French Tech et que la tech, c'est quelque chose qui enlève des emplois, non. Ça change la physionomie des emplois, par contre, ça c'est clair. C'est une révolution industrielle, il faut vraiment le voir comme ça. Comme on a eu la voiture à cheval qui a été remplacée par l'automobile. Ça fait peur au départ. Les gens ne comprenaient pas ce que c'était que l'automobile et à quoi ça allait servir. Et à l'arrivée, on s'est rendu compte que l'automobile, elle servait à beaucoup de choses. Et donc, on a créé des emplois liés à l'automobile et on a abandonné un certain nombre de métiers, qui étaient le métier de charretier, voilà. C'est une révolution industrielle. Donc, il faut accompagner en éducation l'ensemble de nos concitoyens, à la fois dans l'usage, mais aussi dans la création, qui par contre, et c'est là où je sois encore plus, c'est qu'on a aujourd'hui un niveau de qualification et de fabrication d'ingénieurs de très haut niveau. De très très haut niveau. Il faut qu'on arrive à garder cet avantage-là. Si on perd cet avantage, là par contre on sera en danger parce que ces emplois-là seront occupés par des personnes qui viendront de pays qu'on connaît déjà. Vous allez dans le monde de la tech aux États-Unis, vous regardez, vous allez chez Twitter ou Facebook, c'est grosso modo un tiers, un tiers. Un tiers français, un tiers indien, un tiers américain. Pourquoi? Parce que les ingénieurs informatiques indiens sont très très bons. Ils sont peut-être un peu moins bons en expertise très fine sur un certain nombre de sujets, encore que, mais ils ont un niveau de technicien supérieur ingénieur très important. Et donc, ils servent d'intermédiaire entre la partie, pour beaucoup américaine, liée au marketing, un certain nombre de choses, et la partie technique qui est confiée à des ingénieurs de formation, école d'ingénieurs française, etc. Donc, on a besoin de cette éducation-là, on a besoin de renforcer nos écoles d'ingénieurs et nos écoles de management sur ce type de sujet-là. Bon, je pense qu'on a peut-être convaincu Jean-Baptiste sur la pertinence de la French Tech. Mais alors justement, si c'est ce que je pense comme vous, si c'est aussi clé pour le futur de l'économie française, cette French Tech, vous parliez du désert médical en Vendée. Moi, je pense à Doctolib qui a un rôle prépondérant. On a l'impression que c'est devenu un service public quasiment. Or, Doctolib, qui a levé des centaines de millions il y a peu de temps, a été financé largement par General Atlantic, qui est un gros fonds américain. Vous qui êtes spécialiste des sujets de souveraineté, ça vous inquiète pas plus que ça? Qu'est-ce qu'en disent peut-être d'autres députés ou d'autres dirigeants de ce sujet? Si, alors on va le faire dans le bon sens. Je suis pas inquiet de Doctolib aujourd'hui. La question, c'est, à force de grossir et d'avoir cette connaissance, notamment sur les données de santé de nos concitoyens, et n'ayant pas encore fait de levée de fonds successives où on en serait à la 4e ou 5e génération, il n'y a pas encore eu de gros actionnaire qui est sorti. Qu'est-ce qui se passerait si aujourd'hui le fondateur décidait de quitter Doctolib? Qui pourrait racheter? Vu la valorisation que ça peut représenter et vu le contexte économique, clairement, on aurait des gros opérateurs américains anglo-saxons qui viendraient frapper à la porte pour récupérer la participation. En quoi c'est gênant? C'est qu'ils n'ont pas du tout la même vision. On serait dans les mêmes visions de ce que c'est que la donnée de santé, de ce que c'est que le modèle économique, ça poserait pas de souci. Et c'est là où la souveraineté a cette différence. La souveraineté américaine, elle est assumée, elle est liée à l'État fédéral américain, c'est
America First, qu'on prenne dans tous les sens. C'est pas simplement Trump qui le dit, c'est tous les présidents américains qui le disent depuis le début, et on pourra avoir cette discussion-là si vous voulez ensuite. Alors qu'en France, on n'est pas du tout dans cette façon de voir-là. Les données de santé, elles appartiennent à nos concitoyens. Accessoirement aussi un petit peu aux hôpitaux, aux entrepôts de données de santé, mais elles appartiennent à nos concitoyens. Et donc, la crainte qu'on pourrait avoir, c'est que, par exemple, un gros fonds de pension américain décide d'acheter la participation dans Doctolib pour essayer de récupérer les données pour pouvoir ensuite pousser de l'assurance vers nos concitoyens. Et ça, c'est pas du tout notre modèle. Et donc, c'est là où on touche à la souveraineté et on commence à toucher à pourquoi est-ce qu'il faut qu'on se pose des questions quand on a des participations. Pour vous, ces enjeux de souveraineté ne commencent pas dès la série B, donc dès la levée de fonds de quelques dizaines de millions, où un premier fonds américain commence à mettre un pied dans la porte. Et on peut pas crier au loup systématiquement chaque fois qu'un Américain ou un Anglo-Saxon met le pied dans la porte. En revanche, il faut se dire qu'à un moment, il y a un certain nombre de secteurs qui sont totalement stratégiques et que donc, il faut qu'on ait des barrières, il faut qu'on ait des protections. Et c'est pas simplement se dire qu'on va se réfugier derrière un mur. Les Américains le font beaucoup plus que nous. Ils l'assument totalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la commande publique américaine est totalement dirigée vers les petites entreprises et vers les entreprises américaines. D'abord. Et si jamais il n'y a pas la technologie suffisante aux États-Unis, alors peut-être qu'on va pouvoir commencer à regarder si on peut aller la chercher ailleurs. Mais les Américains sont très protectionnistes, beaucoup plus que nous. Et aujourd'hui, on a l'impression que quand on parle d'un tout petit peu de protectionnisme en France ou en Europe, tout le monde crie en disant mais c'est pas bien le marché, on n'est pas d'accord. Aujourd'hui, de fait, l'argent qui tombe du ciel vient principalement de l'étranger. Donc c'est sûr que... Mais pourquoi ils viennent des étrangers Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus rien à acheter chez eux. Ah oui, ok. Non mais il y a ça aussi, ils ont beaucoup de liquidités et la plupart des concentrations se sont faites aux États-Unis. On a quand même des gros opérateurs dans le monde de la tech, puisqu'on va rester dans le monde de la tech, qui sont américains et qui ont déjà fait de l'achat. Quand on pense aux... Alors, on va les appeler GAFAM toujours, même s'il y en a un qui a un peu changé de nom, qui s'appelle Meta maintenant, mais ils ont fait de l'acquisition, ils avaient des liquidités, ils ont acheté tout ce qu'ils pouvaient acheter aux États-Unis. Donc aujourd'hui, où est-ce que les fonds viennent se tourner aussi? C'est plutôt en Europe, parce qu'il n'y a pas eu cette première vague en Europe comme il y a eu cette vague aux États-Unis. Voilà, mais il ne faut pas crier systématiquement au loup parce que c'est américain. C'est absolument pas ce qu'il faut voir. Non, bien sûr. C'est sûr que le protectionnisme dans la French Tech, a priori, en tout cas, c'est un gros mot parce que les gens, enfin les entrepreneurs et tous ceux qui se lancent dans ce secteur, les investisseurs également, ont envie de retrouver leur bille. Et pour le moment, évidemment, le moyen le plus évident, c'est de se vendre au plus offrant, quoi. Voilà. Donc, je comprends que c'est une équation difficile à résoudre, mais aujourd'hui, en tout cas, on en est là. Ici, si je partage ce que vous dites, je fais un petit peu l'avocat de l'autre partie. Faites-vous l'avocat du diable, pas de souci. Cette émission est diffusée sur YouTube, elle n'est pas diffusée sur Dailymotion. Il y a eu une tentative de lancer Dailymotion, ça a raté. Et on peut dire aussi que pour un industriel, ce qu'il va chercher, c'est ce qui fonctionne. La SNCF, elle met ses serveurs sur Amazon et pas sur une entreprise française. Il y a une entreprise française dont des serveurs ont brûlé. Alors, ils n'étaient peut-être pas responsables. Enfin, en tout cas, quand on a des serveurs qui brûlent et l'entreprise qui peut plus fonctionner, c'est embêtant. On sait qu'Amazon, en revanche, il y a une sécurité. Donc, on va aussi peut-être chercher davantage la sécurité. Et finalement, mieux vaut quelque chose d'américain qui fonctionne que quelque chose de français ou d'européen qui ne fonctionne pas, ou qui fonctionne moins bien. C'est exactement ce que les directeurs des services informatiques disaient dans les années 80 quand ils étaient obligés d'acheter des ordinateurs. Je vais pas m'embêter, je vais dire à mon PDG qu'on achète IBM, parce que c'est américain, c'est fiable, ça marche toujours, et je me ferai jamais engueuler parce que j'ai acheté IBM. Ce qui est vrai. Mais oui, mais on avait d'autres solutions. Non, mais on avait d'autres solutions. On avait du Bull, on avait d'autres solutions. On avait des choses qui auraient pu marcher, et on le voit aujourd'hui. IBM n'est plus la splendeur qu'elle a pu être à un moment. Vous parlez d'Amazon. On avait le Minitel. Oui, non, mais on a eu le Minitel. C'est le bon exemple de l'outil qui était relativement en avance, même très en avance à un moment, et qui a été totalement sacrifié parce qu'on l'a rendu administratif. C'est vraiment le bon exemple. On peut prendre le Minitel, il y en a d'autres, mais celui-là, c'est quand même le très très bon exemple. Alors, les plus jeunes, c'est peut-être pas ce que c'est un Minitel, ils chercheront l'endroit à leurs parents. C'est ça. Ils verront ce que c'était. Ils connaissent plus les Nintendo NES que le Minitel, et pourtant ça avait le même âge. Ouais. Non mais, prenons l'exemple du cloud. Vous parlez d'une entreprise française et d'une entreprise américaine. Elles n'ont pas la même taille. Elles ont toutes les deux connu des difficultés. Toutes les deux. Vous parlez d'OVH, c'est elle qui a eu ses serveurs qui ont brûlé, mais Amazon, AWS, a quand même eu, au mois de décembre, 3 pannes coup sur coup.
Et on est sur de la technologie. Il y a des choses qui ne marchent pas de temps en temps et qui sont réparées avec du délai ou pas. Quand on parle et OVH se fait crier dessus parce que il n'y avait pas de redondance si, pour les entreprises qui avaient fait correctement leur boulot et qui avaient à la fois hébergé chez OVH et qui avaient souscrit un contrat de redondance, OVH avait bien fait le transfert des données sur un autre serveur qui lui n'avait pas grillé. Donc les entreprises qui avaient bien protégé leurs données, et c'est la base d'un DSI, c'est d'avoir ces données dans au moins 2 localisations différentes en termes de serveur, plus une localisation physique, normalement. C'est comme ça que ça devrait se passer. Ceux qui avaient fait le boulot avec OVH, ils ont retrouvé leurs données quasiment le lendemain. Ah oui, un serveur, un centre, un data center, ça peut cramer. C'est physique, donc ça peut cramer. Comme une centrale nucléaire, ça peut se prendre un tsunami, un tremblement de terre. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Là où c'était plus gênant, c'est les entreprises qui n'ont pas retrouvé leurs données parce qu'elles n'avaient pas fait autre chose, d'autres sauvegardes que ce qu'elles avaient donné chez OVH. Mais AWS a eu les mêmes problèmes. Quand AWS a été totalement indisponible pendant quasiment 24 heures, vous croyez que les entreprises, elles étaient contentes? Non. Elles ont été obligées de composer avec. Il va falloir qu'on intègre que la dimension du cloud, la dimension de la tech, nécessite des réflexes différents. Et aujourd'hui, on les a. Mais on a cette capacité. Enfin, faut pas se dire qu'on a tout raté. Alors, c'était justement je reprends mes notes pour vous citer de manière précise, comme ça, je ne trahis pas vos propos. Dans le rapport d'information de juin 2021, bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne, dont vous êtes le rapporteur, c'est la proposition numéro 19, donc proposition former les citoyens aux gestes barrières face aux risques cyber. Alors le risque cyber, c'est pas uniquement les attaques d'ailleurs de pirates ou de range logiciels, etc. C'est effectivement ce qu'on vient aussi d'évoquer, c'est-à-dire sécuriser les données, avoir 2 endroits où on a stocké ces données. Enfin, il y a une dimension beaucoup plus générale. Parce que souvent on pense uniquement aux hackers, qui est aussi un risque par ailleurs. Qui est quand même un vrai risque. Ce que je veux dire, c'est que clairement aujourd'hui, je pense que, ou en tout cas j'ose espérer qu'il n'y a plus un seul DSI de grosse entreprise française qui se dit aujourd'hui qu'il va être totalement à l'abri d'une attaque, quelle qu'elle soit. D'une attaque ou d'une grosse, de quelque chose qui va pas bien se passer. C'est pas possible. Ils vont tous y arriver, ils vont tous en avoir. D'ailleurs, on a des attaques très régulièrement et c'est pour ça qu'on structure l'écosystème de la cyber. Mais ça passe par le début, et le début c'est quoi? Mais on l'a vu à une époque, ça a fait mourir de rire tout le monde quand des journalistes étaient allés à l'Élysée, je crois que c'était François Hollande qui était le président de la République à ce moment-là, les journalistes avaient pris des images dans une salle de conférence dans laquelle il y avait l'intitulé du Wi-Fi puis le mot de passe. Bon les gestes barrières cyber, ça commence par ne pas afficher son mot de passe, le changer régulièrement, utiliser des logiciels qui permettent d'agglomérer les mots de passe et de les changer parce qu'on les oublie et que la plupart des gens mettent 1, 2, 3, 4, le prénom de la femme ou du mari suivi du prénom des enfants ou de la date de naissance. Bon, c'est assez facile à casser. Donc il faut que ces réflexes-là, on puisse les avoir. Sur les données, c'est où est-ce que mes données sont stockées. Il faut quand même que je commence à me poser la question. C'est pour ça notamment qu'on a voté en première lecture un texte qui s'appelle le Cyberscore. Le Cyberscore, c'est un peu comme le Nutri-Score, ce qui est affiché par les sites en disant où est le niveau de protection du site. Est-ce que ce site, il protège suffisamment les données ou pas? Et on a expressément mis dans le texte, contrairement à l'avis du gouvernement, de dire que dans le Cyberscore, il fallait qu'on dise où étaient localisées les données. Ce qui est important, c'est que, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, l'appréciation de ce que c'est qu'une donnée personnelle n'est pas la même aux États-Unis, en Chine, en Russie ou en Europe. C'est absolument pas la même vision de la donnée personnelle. La donnée personnelle en Chine, il n'y en a pas. Faut être clair, elle n'existe pas. C'est la donnée de l'État, c'est l'État qui est propriétaire de toutes les données. Et s'il a envie de récupérer une donnée, il a qu'à demander, et si vous ne le faites pas, il vous dégrade votre score social, et vous n'avez plus droit à rien. Bon, donc vous donnez forcément toutes vos données. En Russie, l'État protège officiellement les données personnelles, mais se permet d'utiliser des méthodes non légales pour aller les chercher. Aux États-Unis, les données personnelles appartiennent à ceux qui les collectent, pas à ceux qui les émettent. En Europe, les données personnelles appartiennent à ceux qui les émettent, à ceux qui en sont propriétaires, ce sont ceux qui les émettent. Cette vision de la donnée, elle nécessite derrière un geste barrière simple, c'est où sont localisées mes données. Si elles sont localisées en Chine, je peux quand même me dire que je peux faire une croix dessus. Si elles sont localisées aux États-Unis,
On va pouvoir s'en servir pour faire pour les revendre déjà, donc je ne sais plus où est-ce qu'elles vont pour être à l'arrivée. Et derrière, ça va certainement me renvoyer de la pub ciblée, parce que c'est fait pour ça. Si elles sont localisées en Russie, si un jour je suis un opposant, on ira récupérer toutes mes données, on s'en servira contre moi pour mon procès. Même si c'est pas légal et si c'est pas collecté légalement. En Europe, on a une vision très différente et qui fait qu'aujourd'hui, on est quand même très protecteur des données personnelles. Donc la SNCF qui stocke les données dans les serveurs Amazon, ça veut dire que quand on achète un billet de train pour aller en Vendée, on va après recevoir une publicité pour les Sables d'Olonne et... Alors, c'est normalement pas comme ça que ça devrait se faire, mais c'est un vrai risque. Moi, ce qui me gêne plus dans le fait que la SNCF est totalement déléguée à Amazon, même avec de la redondance, c'est que c'est un opérateur d'importance vitale, que d'abord, pour un principe assez économique, la SNCF est propriété de l'ensemble de nos concitoyens, et on pourrait quand même se dire qu'elle pourrait faire travailler plutôt des entreprises françaises et européennes. Ce serait quand même mieux. Surtout que avec la pandémie, elle a eu besoin d'être renflouée dans tous les sens. Voilà. On a dû annuler 10 millions on parle en dizaines de milliards d'euros pour la SNCF. Donc, ce que je veux dire, c'est que le contrat avec Amazon, il commence à devenir un peu gênant au niveau économique. Et puis, fondamentalement, tout confier à un seul opérateur, même les Américains ne le font pas. Reprenez ce que le ministère de la Défense a fait il y a 1 an et demi, c'est qu'ils avaient pris un contrat unique de cloud, ils l'ont cassé pour pouvoir le scinder en 2, voire en 3. Parce qu'ils ne voulaient plus être dépendants, mais c'est un réflexe de base de l'entrepreneur dans une entreprise de classique. Pas un fournisseur unique. Sinon, je deviens dépendant du fournisseur unique. Surtout qu'en plus, en termes de techno, ça veut dire que derrière, si je veux pouvoir sortir d'Amazon, ça va être compliqué. Parce que le code Amazon n'est pas tout à fait le même que le code Microsoft, n'est pas tout à fait le même que le code Google, et donc je vais perdre de la capacité à pouvoir migrer vers d'autres clouds. Et donc je m'enferme à la fois contractuellement, commercialement et technologiquement avec un seul fournisseur. En gros, voilà. Et ça, quand on est un opérateur d'importance vitale comme la SNCF, c'est ceux qui font circuler quand même la majeure partie des trains, même si c'est ouvert à la concurrence en France, c'est quand même gênant. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? J'ai vu sur votre Twitter que vous avez relayé un graphique qui montre la part de marché dans le cloud européen des acteurs, enfin dans le cloud en Europe des acteurs européens qui baissent régulièrement. Alors j'ai plus le chiffre exact, je crois que on est à 17%. Ouais, on est un peu en dessous de 20. Voilà. Alors qu'il y a 10 ans on était à 25 dans ces eaux-là. Enfin bon, donc c'est une tendance quand même étonnante, surtout qu'on n'a jamais entendu parler autant de souveraineté numérique européenne. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors d'abord, il faudrait qu'on puisse faire en sorte que la commande publique soit dirigée vers les opérateurs de la tech, quels qu'ils soient, je ne parle pas simplement du cloud, mais vers les opérateurs français et européens. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les Américains le font, je ne vois pas pourquoi nous on ne pourrait pas le faire. Alors, il faudrait qu'on fasse quelques modifications législatives au niveau européen pour la plupart, mais on doit pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que le plan de relance européen qui se compte en centaines de milliards d'euros. C'est quand même les impôts de tout le monde qui vont payer les centaines de milliards d'euros de plan de relance. Si à l'arrivée, ils ne font que ruisseler vers les mêmes, c'est-à-dire vers les GAFAM pour la plupart, ou vers des grosses boîtes américaines, ou quelques grosses boîtes européennes, mais essentiellement américaines, on aura dépensé cet argent-là pour irriguer quel emploi? Pour irriguer quel territoire? Voilà, c'est pas... Aujourd'hui, on a dit on va libérer de l'argent pour numériser nos entreprises. Mais si c'est pour qu'en numérisant les entreprises, on fasse travailler plutôt des Américains et qu'en plus, un peu comme la SNCF, ils soient pieds et poings liés avec des fournisseurs américains qui puissent plus changer ensuite, ils deviendront forcément des proies, des cibles pour leurs concurrents américains qui voudraient venir. C'est normal, c'est la loi de marché. C'est la loi du marché, c'est comme ça que ça se passe. Donc il faudrait qu'on puisse avoir ce qu'on appelle un Buy European Act, à l'équivalent du Buy American Act. Je vois pas pourquoi on dit que les Américains sont super libéraux, ils sont beaucoup plus protectionnistes que nous, ils ont ça. Ils sont obligés d'acheter américain. Et d'avoir un Small Business Act, qui est, je dirige plutôt ma commande publique vers les petites entreprises, les PME, les entreprises de taille intermédiaire, ETI, PME, les petites entreprises. Pourquoi? Parce que à un moment ou un autre, c'est elles qui, dans les territoires, créent beaucoup de valeur ajoutée, créent de l'emploi, font partie de l'économie territoriale, et donc on a besoin de les accompagner. Et ça, aujourd'hui, la commande publique telle qu'elle est en France et en Europe ne permet pas de le faire. Alors, les Allemands le font un peu. Ils ont un peu tordu le modèle. Ils arrivent à le faire pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ont quand même des collectivités qui essaient
trouver des biais pour pouvoir plutôt le diriger vers les entreprises de leur land. Et la deuxième des choses, c'est que, et ça c'est un réflexe qu'il faudrait qu'on ait, les entrepreneurs allemands ont l'habitude de chasser en meute. C'est-à-dire qu'ils répondent à des appels d'offres ensemble. En France, on n'allotisse pas assez, on coupe pas assez nos marchés, on a des gros marchés. Les Allemands font pareil, sauf que les entrepreneurs allemands ont l'habitude de prendre le marché, de se regarder avec leurs collègues qui font une partie des choses comme eux, et ils se divisent le marché entre eux en disant on va répondre tous ensemble. Et donc, ils ont une faculté de coopération pour répondre au marché qui est beaucoup plus importante qu'en France. En France, on n'a pas cette culture-là. Le voisin, je le regarde avec beaucoup de méfiance, et si je pouvais travailler avec lui, mais plutôt dans l'esprit de le racheter, ça serait bien. Ou si c'était pour... voilà. Non, les Allemands ont plutôt tendance à se dire on va travailler ensemble, on va répondre au marché. Et ça, aujourd'hui, ça nous manque, et donc il faut qu'on puisse le faire. Et puis, je finis sur les entreprises privées. Je pense qu'on a un mécanisme assez simple qu'on pourrait mettre en place, c'est qu'on pourrait mettre un crédit d'impôt sur l'équipement et sur... Alors, soit un crédit d'impôt, soit un suramortissement, on voit comment est-ce qu'on peut le faire, dirigé vers les entreprises européennes. Et ça serait possible. Il faut que ça se décide au niveau européen. Vous dites qu'on n'a pas d'outils en France qui se rapprochent de ce que font les Allemands. Pourtant, nous, au quotidien, chefs d'entreprise, la BPI est omniprésente, hein, que ce soit en subvention, en investissement, en capital, enfin partout. C'est pas du protectionnisme, ça. Et d'ailleurs, je m'étonne souvent que la BPI ait le droit de faire ce qu'elle fait, ait le droit au niveau de l'UE de faire ce qu'elle fait, tellement elle soutient directement les entreprises françaises. Alors, la BPI a le droit de le faire dans un certain nombre de cas, et tous les pays européens fonctionnent pareil. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Elle intervient en subvention, elle intervient au capital, mais elle n'intervient pas dans les appels d'offres. Elle n'intervient pas... Non, mais même le fait de financer directement des entreprises nationales est autorisé finalement par l'Union européenne, pour la BPI par exemple. Mais elle ne finance pas directement. Ah bah, elle est actionnaire de fonds, elle subventionne, elle peut être opérateur. Elle a des fonds même directs, des fonds directs. Oui, elle a des fonds directs, mais elle est opérateur pour la Caisse des dépôts et consignations. Le carcan est assez rigide. Et chaque fois qu'on a essayé de faire quelque chose, on s'est fait rattraper par la patrouille européenne. Donc dès qu'on a franchi la limite... ça c'est quoi la limite franchie par exemple? Je vous donne un exemple qui est très qui est idiot, mais c'est celui qui me vient tout de suite là en tête. On a eu à racheter, on a eu besoin de simplifier la traversée entre la Corse et le continent. On avait deux compagnies, on avait Corsica Ferries et puis je sais plus comment qui étaient les autres. Et il y en a une qui était en difficulté et on a dit gentiment à Veolia, il faudrait peut-être la racheter, ça nous aiderait, etc. Donc Veolia l'a racheté, mais pour rentabiliser, on lui a donné l'intégralité des subventions pour la continuité territoriale. On s'est fait rattraper par la patrouille. L'Europe vient d'envoyer une jolie amende salée, notamment à la Corse en termes de collectivité, en disant les subventions que vous aviez données à l'époque, ça c'était pas concurrentiel, c'était pas légal, donc on vous pénalise. À chaque fois qu'on l'a fait, alors c'est pas parce que c'est la Corse, hein, surtout le voyez pas comme, mais c'est le seul exemple qui me vient là tout de suite en tête, mais on a eu des cas comme ça, où on se posait la question, notamment sur des fusions, des rapprochements d'entreprises, où on était obligé de demander à l'Union européenne si elle était d'accord ou pas. Sur des rapprochements de banques, sur des rapprochements d'entreprises de type d'assainissement et de traitement des eaux. Quand il a fallu les rapprocher, on a dû leur demander si ça marchait ou pas. Et souvenez-vous, c'était Bombardier... et je sais plus. Et Alstom, oui. On a eu un souci un jour où on nous a expliqué que la fusion n'était pas possible. L'Union avait dit non, pas possible. Voilà, Alstom rachetait un concurrent canadien. Il y a des règles. Et ces règles-là, la BPI, elle est obligée de les appliquer. Et chaque fois qu'on a essayé de ne pas les appliquer, on s'est fait taper dessus. Mais c'est les mêmes pour les Allemands, les Belges et pour tout le monde. Et alors justement, mais c'est de la subvention. C'est pas du chiffre d'affaires. C'est là où il y a un impact totalement différent. C'est ce qu'on essaie de montrer dans le rapport. Globalement, c'est maintenant acquis. Entre 1 euro de subvention et 1 euro de chiffre d'affaires, il y a un effet démultiplicateur de 7. C'est-à-dire que c'est plus intéressant pour une entreprise d'avoir 1 euro de chiffre d'affaires. C'est 7 fois plus intéressant que d'avoir 1 euro de subvention. Et c'est ce que l'UE interdit de faire. Et c'est ce que l'UE... Et alors, du coup, question qui fâche, parce que donc, vous dites souveraineté nationale et européenne, donc c'est à chaque fois savamment évoqué comme ça. La souveraineté à l'échelle française, comment vous l'appréhendez concrètement?
Est-ce qu'on peut encore l'envisager? Parce que je pense par exemple sur le cloud, bah, on a OVH qui est un acteur français et le plus gros acteur européen. Donc on pourrait se dire, bon, bah, pourquoi pas, au lieu de s'embêter avec la Commission de Bruxelles, etc., réfléchir à l'échelon national. Oui, mais si on le fait, ça veut dire qu'on ne reconnaît pas la primauté du droit européen. Non, mais c'est une vraie question. C'est une question qui est au cœur de la campagne électorale qui va s'annoncer. Et la présidence française de l'Union qui commence là va devoir gérer cette question-là. C'est ce qu'on voit avec les Polonais notamment, qui disent la primauté du droit européen sur le droit national, dans un certain nombre de cas, nous le contestons. Or, c'est le principe même de ce qui a été le ciment de l'Union. Et donc, ça veut dire que dire, nous, Français, bah, on n'est pas d'accord avec les règles de concurrence et donc on va les appliquer, on va plus les appliquer, on va le faire à notre sauce, ça veut dire qu'on ne reconnaît pas le droit de l'Union comme étant prime. Donc, ça veut dire qu'en fait, intellectuellement, il n'y a pas 36 solutions, il faut changer le droit européen. Et c'est là où la présidence française de l'Union a son impact. C'est quand on est président, on est une présidence tournante tous les 6 mois, mais quand on est président, on a la capacité de lancer des projets. C'est là où c'est important, il faudrait qu'on puisse les lancer, c'est qu'on puisse justement lancer ces questions de Small Business Act et de Buy European Act, parce que je pense malheureusement, et j'ai un peu l'impression d'être une Cassandre sur ce coup-là, puis elle finit mal, donc j'ai pas envie de vraiment lui ressembler, mais je pense qu'on va se rendre compte que tout l'argent qu'on a levé pour faire le plan de relance, il va ruisseler vers toujours les mêmes à l'arrivée. Il va ruisseler vers les gros opérateurs GAFAM, essentiellement, et vers des gros intégrateurs de type Atos, de type, je sais pas pour les nommer, enfin voilà, mais on en a d'autres, Capgemini, voilà, parce que on va numériser notre économie à marche forcée, sans réfléchir à effectivement faire émerger des filières importantes. Maintenant, OVH, par exemple, n'est pas le seul clouder. Il y en a plein qui marchent très bien. Dassault a sa filiale de cloud qui marche très bien. On a des petites entreprises à côté de chez moi à Nantes. On a Clever Cloud qui marche très bien. On a des solutions qui marchent parfaitement bien. Il faut simplement qu'à un moment ou à un autre, on ait le bon réflexe de se dire c'est quoi l'expression de mes besoins? J'ai besoin de quoi? Est-ce que je dois m'inféoder complètement à des GAFAM ou pas? Est-ce que j'ai besoin d'avoir un opérateur de type américain, mais aussi un deuxième plutôt européen et plutôt de petite taille, parce qu'il est plus souple, plus agile, que je peux lui demander plus de choses et je vais confier des choses différentes. Sur la SNCF, j'ai pas d'appréhension particulière à ce qu'on confie, par exemple, toutes les données sur les ouvertures et fermetures des barrières de passage à niveau au cloud d'AWS. Je m'en fiche. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est par contre qu'on ait toutes les données de tous les clients avec leur âge, leur date de naissance, la carte bleue, tout, de savoir si ils ont été mineurs, pas mineurs, si on voyageait accompagné ou pas. Là, par contre, ces données-là, ça m'embête un peu. Donc, vous voyez, on peut avoir deux types de cloud totalement différents. Un cloud souverain, parce qu'on a des données très particulières à protéger, qu'on veut surtout pas quelqu'un mettre un œil dessus. Et puis des données qui sont quasiment des données publiques. Donc ça, il n'y a pas besoin. Enfin, les horaires de train, il n'y a pas forcément besoin de les bon annuaire, autrefois, on avait le bottin, tout le monde pouvait en acheter un, ce n'est pas le souci. Bon voilà, mais il faut qu'on ait ces réflexes-là. Ça rejoint les gestes barrières dont vous parliez, mais au niveau des entreprises et au niveau de l'État. Question pour Charles parce que là on a le point de vue du législateur, mais le côté entrepreneur, dans un monde idéal, le monde de la tech en France aurait besoin pour que les choses aillent encore mieux? Est-ce que c'est de l'argent, des gens mieux formés, enfin des meilleurs ingénieurs, davantage d'esprit d'entreprise, enfin je ne sais pas, dans ce secteur-là, s'il y avait une chose à faire ou une chose qui manque, qu'est-ce que ça serait? Alors plus d'argent, je pense pas que ce soit le sujet du moment. Je pense que les jeunes sociétés de la tech ont une crainte là en ce moment, c'est le recrutement. Ça fait un peu peur. On manque d'ingénieurs. C'est difficile si vous créez une boîte de trouver un développeur qui va faire un site, et encore plus si vous voulez un ingénieur plus spécialisé, etc. Je sais pas si vous aviez vu, mais Facebook a annoncé qu'ils embauchaient 10 000 ingénieurs en Europe. Donc on peut imaginer qu'il y en aura une bonne partie qui seront embauchés en France. Tout ça est un vrai problème pour les petites boîtes. Surtout que maintenant, les petites boîtes qui ne lèvent pas des centaines de millions se retrouvent en concurrence entre les acteurs étrangers, les grands groupes français qui continuent d'embaucher, et les startups qui lèvent énormément. Et les startups, parce que quand vous voyez là les boîtes de ce matin par exemple qui annoncent des levées de fonds de 500 millions, vous pouvez être sûr que demain sur les sites de recrutement il y aura des offres par centaines et là ils vont pas pinailler sur les salaires, hein. Ça va être en centaines de milliers d'euros par an à l'embauche. Je caricature un peu mais ça va être des salaires énormes.
Donc voilà, donc il y a Ils une vont vraie aspirer toute la main-d'œuvre. Ah bah ça m'étonne toujours de voir à quel point on constate au quotidien en fait les effets de ces énormes levées de fonds. Ça a des effets sur les loyers. Maintenant à Paris, pour une petite boîte, c'est très difficile de trouver des loyers corrects pour mettre ses bureaux. C'est pareil pour les salaires des embauches. Enfin voilà, pour moi c'est le sujet numéro 1. Moi je dirais qu'il y a peut-être trop d'argent qui est arrivé trop vite. Alors il vaut mieux en avoir que pas en avoir évidemment, mais voilà, donc pas plus d'argent pour le moment. Je pense qu'il faut y aller petit à petit. Après je crains qu'on tombe dans des problèmes même de culture entrepreneuriale qui me gênent un peu, c'est-à-dire que maintenant on voit des jeunes entrepreneurs qui se lancent clairement pour lever des fonds, et ça c'est pas ce que j'ai envie de voir se développer comme état d'esprit, on va dire. Donc voilà, c'est plutôt les talents, et ça il y en a peu, et il n'y a de richesse que d'hommes, donc là pour le coup c'est pas extensible à l'infini. Comme disait monsieur le député, il faut qu'on ait davantage d'ingénieurs. J'ai vu que les élèves maintenant à l'école passaient 20% de temps de moins en cours de maths qu'avant, donc ça m'inquiète un peu. En effet, moi quand j'ai créé ma boîte, tout le monde disait, et c'était vrai, la France c'est le pays des matheux, on est au top, on a les meilleurs ingénieurs, etc. Et maintenant, au fur et à mesure, je sens que le discours change un peu, parce que le niveau de maths chute, et maintenant on commence à voir sur le marché de l'emploi les écoliers de l'époque, et c'est pas hyper rassurant. Voilà. Et ça faut du temps pour le redresser. Finalement, former un bon ingénieur, il faut une bonne dizaine d'années. Je crois qu'on a des très bonnes écoles d'ingénieurs, mais de très haut niveau, mais évidemment qui sortent peu de candidats, et c'est ces candidats-là qui sont repérés dès la sortie. Ils sont même tous embauchés avant la sortie de leur école, évidemment. Mais ils sont repérés par les grandes boîtes et tout ça, donc je pense que ça va être un problème de plus en plus prégnant d'ailleurs. Mais je partage, hein, le problème du recrutement est très important. À une époque, les ingénieurs partaient plutôt en finance, sur les plateformes les salles de marché, notamment à Londres ou ailleurs. Là aujourd'hui, ils partent dans les boîtes américaines, dans les boîtes qui vont lever, parce qu'effectivement, ils peuvent payer des salaires qui sont très attractifs. Et on va avoir du mal à recruter des ingénieurs de très haut niveau pour le service public. Parce qu'il va y avoir une décorrélation très forte entre la grille de salaire de la fonction publique et ce qui va être pratiqué sur le marché. Et aujourd'hui, on a un vrai souci, c'est par exemple l'ANSSI, la DGSE, la DGSI, ils ont besoin de ces talents, ils ont besoin de ces ingénieurs. Et aujourd'hui, ils vont plus être en capacité de les payer. Donc il va falloir. Alors, il y a encore un peu le prestige de l'uniforme de l'armée ou de la DGSE ou de fait. Parce que je suis passé à l'ANSSI, je vais pouvoir, quand je repartirai dans le privé 5 ans après, je vais pouvoir faire le gap parce que ça m'aura donné une expérience telle que je vais pouvoir la valoriser sur le marché. Mais au fur et à mesure, ça va quand même se tendre un peu, et se tendre même beaucoup. Et quand on leur pose la question, ce qui était dans le cas dans le rapport, on sent que c'est aussi une de leurs questions en termes de management. Et puis fondamentalement, on ne manage pas non plus des jeunes ingénieurs qui sortent d'école d'ingénieurs à 26, 27 ans maintenant, comme on gérait des ingénieurs, on manageait des ingénieurs qui sortaient de Polytechnique il y a 50 ans. C'est pas du tout la même mentalité. L'intégration dans l'entreprise et la carrière dans l'entreprise, c'est plus du tout la même façon de la voir. Et donc, il y a toute une culture à intégrer, et c'est compliqué. Je rajouterai un dernier point sur qu'est-ce qui pourrait aider le monde de la tech. Je pense que, très clairement, il faut qu'on simplifie un certain nombre de règles. On a commencé à les simplifier avec un certain nombre de choses qui sont liées à l'administration, sur la partie fiscale, sur un certain nombre de choses, mais clairement, aujourd'hui, il faut laisser la possibilité aux entreprises d'essayer, de tenter, et pas systématiquement qu'elles aient peur de prendre un coup de bâton. Voilà, donc il faudrait que par exemple la CNIL, parce qu'on parle du monde de la tech, il faut que la CNIL ait la capacité à accompagner plus, qu'elle soit pas simplement là en sanction, mais qu'elle soit en accompagnement. Elle a envie de le faire, mais elle n'a pas les moyens, donc il faut la renforcer dans ses moyens. Et peut-être que la renforcer dans ses moyens, c'est aussi de lui dire, ça pourrait être une piste que je lance, dire la CNIL, elle touche 50% des amendes qu'elle inflige. C'est-à-dire que dans son budget, 50% des amendes qu'elle inflige abondent son budget. Ça va l'encourager à mettre des amendes. Ça va l'encourager à mettre des amendes peut-être, encore que pas que. Ça va aussi, parce qu'on va lui mettre une obligation en face, qui est de dire, par contre, vous avez une obligation d'accompagnement des entreprises qui ont des questions sur le sujet et qui auraient besoin de votre aide. L'idée étant à un moment ou à un autre qu'on arrive à avoir un équilibre et qu'on ait beaucoup d'accompagnement, peu de sanctions, et que les sanctions, quand elles sont là, c'est vraiment parce qu'il y a eu des gros manquements. Tant qu'à faire, on le sait parfaitement, c'est qu'on a des manquements plutôt dans des entreprises de type GAFAM qui aujourd'hui peuvent se permettre de payer les amendes. Bon, voilà. Ça permettrait de recruter, ça permettrait d'augmenter les salaires, ça permettrait d'attirer des talents, parce que la CNIL en a besoin aussi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, je vois pas comment est-ce que la CNIL pourrait se passer d'ingénieurs spécialisés dans le traitement des données, data scientist, s'ils veulent pouvoir contrôler du Facebook ou du
du méta, quoi. Enfin, il y a un moment où il faut avoir l'adéquation entre les métiers. Il faudrait qu'elle lève des fonds auprès de la BPI, tout simplement. C'est une autorité indépendante, donc non. Et moi, j'ai une petite question, peut-être pour finir, je sais pas combien de temps il reste, mais vous êtes député avec un mandat de 5 ans, et là, vous parlez de sujets qui vous tiennent apparemment à cœur. Je vois que vous en parlez très bien et puis très régulièrement. C'est pas un peu décourageant parfois avec votre court mandat, qui peut-être va se renouveler, mais de se battre contre des mastodontes qui prennent des dizaines d'années à réagir? Alors, d'abord, c'est pas mon caractère, donc. Parce que c'est pas mon caractère, je le fais, et que c'est pas que je vais pas dire que j'aime ça, mais je le prends moins mal que peut-être d'autres. Oui, c'est parfois un peu décourageant de se rendre compte que quand on dit quelque chose et quand on essaie de l'argumenter, à un moment, on se retrouve face à un mur et que ce mur-là, il bouge pas et que on a même plutôt l'impression que, en plus, le véhicule, il accélère en klaxonnant alors qu'il va droit dans le mur. Il y a eu quelques cas comme ça qui me gênent, et c'est là où j'aimerais bien avoir beaucoup plus de collègues comme moi à l'Assemblée. Mais ça, c'est une question un peu différente. Je ne sais pas si on a le temps, mais c'est la vision de qu'est-ce que c'est qu'un député, à quoi ça sert. On est encore très focalisé. Le député, maintenant, il n'a plus qu'un seul mandat, il ne peut pas en avoir d'autres. Il doit faire la loi. Il n'est pas simplement là pour être un maire plus de sa circonscription. Alors oui, il doit représenter sa circonscription. Je représente la Vendée, j'en parle dès que je peux, et j'en ai parlé aujourd'hui plusieurs fois. Mais je suis surtout un des 577 qui font la loi, qui représentent le territoire français. Et on représente quoi? On représente l'industrie, on représente le monde de la tech, on représente le monde de la santé, on représente... Et il faut qu'on ait cette capacité à pouvoir parler de ces sujets-là et d'essayer d'avoir de la prospective. Je pense que faire la loi, c'est d'avoir de la prospective. Si on est simplement là pour répondre à une problématique ponctuelle d'un moment, on le fait mal. On fait généralement mal la loi. Donc on a besoin d'avoir des réflexions. C'est pour ça que j'étais très content de faire ce rapport, c'est que ça permet de se projeter en se disant, d'abord on a passé une grosse partie sur qu'est-ce que c'est que la définition de la souveraineté. Puis ensuite, c'est quoi les différents exemples pour lesquels on pourrait l'appliquer. Donc on a fait des choix, et cette prospective-là, elle est importante ensuite quand on voit des textes de loi apparaître, comme par exemple le pass vaccinal, comme d'autres sujets, toutes les lois sécurité, en se disant, ben voilà, la technologie, elle règle le problème comment, et jusqu'où je mets le curseur, où sont mes libertés publiques, où sont les libertés individuelles, où est la sécurité de l'État, où est la possibilité que l'État a de travailler correctement au bénéfice de nos concitoyens. Et ça, on devrait pouvoir le faire plus, et donc ça voudrait dire se détacher un tout petit peu plus de la circonscription. Et malheureusement, le problème, c'est qu'effectivement, vous l'avez dit, 5 ans c'est court, il faut revenir à la circonscription, se faire réélire, et donc c'est un peu compliqué parce que ces sujets nationaux-là, ils font pas une élection. Alors qu'ils devraient, en fait. Donc il y a une réflexion qu'il faudra mener, et je pense qu'elle n'est pas encore aboutie. Je pense qu'il faudra mener une réflexion sur quand même une dose de proportionnel relativement importante dans les scrutins de ce type-là, parce que ça permet d'avoir et de l'ancrage territorial, parce qu'on en a besoin quand même, mais aussi de la hauteur de vue sur un certain nombre de sujets sans avoir de pression de circonscription. Voilà. Bien, merci beaucoup, Philippe Lafton, d'être venu et d'avoir ainsi pu contribuer à ce débat que nous espérons faire naître au cours de ces émissions et mieux vous faire connaître aussi ce mouvement économique de la tech autour duquel il y a beaucoup parfois d'idées préconçues et de vous montrer que ça concerne une grande partie de l'économie française et de sa souveraineté.